Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Vous allez découvrir les estimations de ces résultats aux élections européennes. Et à la première place, le Rassemblement national de Jordan Bardella. L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. Emmanuel Macron s'est beaucoup investi dans cette campagne européenne en Absolument. France. Ça a été d'ailleurs une campagne électorale qui a été orientée sur l'extrême droite. Sous peine de persévérer dans une impasse démocratique, le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, D'organiser de nouvelles élections législatives. j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je protégerai la République. On a déjà dit et répété dans cette chronique que les macronistes, arrivés au pouvoir en promettant qu'ils allaient la combattre, ouvraient en réalité un boulevard devant l'extrême droite. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Dimanche dernier, le 9 juin, à 20h, quand les résultats des élections européennes ont commencé à tomber, on a vu le résultat très concret de ce comportement. Le Rassemblement national, parti cofondé notamment par un ancien Waffen-SS et un ancien milicien, c'est-à-dire par des collaborateurs particulièrement actifs et investis du régime génocidaire nazi, est devenu dans les urnes, en récoltant 31,5% des suffrages exprimés, la première force politique française. Et si on additionne ce score avec celui du parti d'Éric Zemmour et celui des Républicains d'Éric Ciotti, dont le programme ne diffère presque plus de celui du Rassemblement national, l'extrême droite réunit plus de 40% des voix. Sainte Marie, Mère de Dieu. Regardez. Oh mon Dieu! Pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut commencer par rappeler, parce que c'est important, qu'Emmanuel Macron n'est pas le seul et unique responsable de ce spectaculaire succès. Et il faut notamment se souvenir, dans un moment où elle semble enfin vouloir se remobiliser contre l'extrême droite, que la gauche française n'a pas peu contribué à son essor. Les socialistes en particulier portent une lourde responsabilité dans la banalisation de ces discours discriminatoires. C'est l'un de leurs plus éminents représentants, Manuel Valls, qui a par exemple décrété lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre de François Hollande, que les Roms avaient, je cite, vocation à retourner en Bulgarie ou en Roumanie et que l'Europe devait fermer sa porte aux migrants. Il est vrai que l'exemple venait alors de très haut, puisque François Hollande lui-même expliquait à ce moment-là qu'il y avait, je cite encore, trop d'arrivées, trop d'immigration qui ne devrait pas être là. La presse et les médias mainstream, eux aussi, ont activement contribué à la banalisation et à la normalisation de l'extrême droite. C'est le cas, évidemment, des rédactions réactionnaires, aujourd'hui regroupées pour l'essentiel et à l'exception du Figaro du groupe Dassault au sein du groupe Bolloré, qui pendant des années ont par exemple offert des tribunes quasi quotidiennes à l'éditocrate Éric Zemmour, en dépit de ses condamnations pour provocation à la haine raciale ou religieuse, et de ses déclarations selon lesquelles le maréchal Pétain aurait, je cite encore, sauvé des juifs français, déclarations qui lui valent d'être poursuivi pour contestation de crimes contre l'humanité. Mais c'est aussi le cas de journaux et de médias considérés comme beaucoup plus respectables, et dont la responsabilité dans le résultat des élections européennes de dimanche dernier n'est pas beaucoup moins importante. 48 heures avant ce scrutin européen, le directeur du vénérable journal Le Monde, qui est toujours considéré comme le temple de la bienséance et de la tempérance journalistique, a ainsi rédigé le 7 juin un grave éditorial dénonçant ce qu'il appelait un funeste aveuglement face au péril de l'extrême droite. Dans cette longue démonstration, il attaquait notamment, sans aller jusqu'à les nommer, les chaînes de télévision et les journaux réputés qui s'emploient à réduire les derniers obstacles qui gêneraient la circulation des idées d'extrême droite, considérées encore récemment comme honteuses. C'était fort bien dit et c'était très juste. Ce que cet éditorial du directeur du Monde ne disait pas, c'est que ce journal, à sa manière,
a lui aussi contribué à la relativisation du danger que représente l'extrême droite, en publiant notamment des articles et des chroniques dans lesquels la France insoumise et le Rassemblement national étaient régulièrement renvoyés dos à dos et englobés sous une même appellation, les extrêmes. Moi, je dis que les extrêmes... Les extrêmes. Je l'ai dit pour les extrêmes, je l'ai dit pour le Rassemblement national, mais c'est vrai pour LFI. L'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Or, comme on l'a déjà dit aussi dans cette chronique, la France insoumise n'a rien d'extrémiste et son programme est par exemple bien moins radical que ne l'était celui du Parti socialiste au début des années 1980. Surtout, il n'y a bien sûr aucune équivalence possible entre d'une part la gauche antiraciste et d'autre part l'extrême droite xénophobe. Mais en les mettant régulièrement dans le même sac et en suggérant donc qu'elle n'était finalement pas plus extrémiste que la gauche, le Monde a indéniablement aidé à relativiser dans l'opinion publique la dangerosité particulière de l'extrême droite. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. Mais c'est bien sûr Emmanuel Macron qui a le plus contribué à cet effort collectif en multipliant depuis son élection à la présidence de la République française en 2017 les gestes de connivence et de complaisance envers l'extrême droite. On se rappelle par exemple que très peu de temps après son élection, il avait ainsi proclamé, avant de renoncer à ce projet, qu'il voulait honorer la mémoire du maréchal Pétain, dont il soutenait alors qu'il avait été un grand soldat avant de s'engager dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et Maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà. Après la réélection du chef de l'État en 2022, les macronistes ont redoublé ses attentions, en offrant 2 vice-présidences de l'Assemblée nationale au RN, puis en suggérant avec beaucoup d'insistance que la France insoumise, principal parti de l'opposition de gauche, était un peu trop antisémite, et en décrétant qu'elle ne faisait pas partie du champ républicain. Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elles manquent à l'unité nationale. Vous avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Pour vous, ce ne sont pas des actes terroristes. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain. Je vous remercie. Mais lorsque la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, a eu l'effronterie de rappeler que le RN, qui a donc été cofondé par des collaborateurs de l'Allemagne nazie, était, je cite, un parti héritier de Pétain, Emmanuel Macron l'a sévèrement réprimandé en lui expliquant que ses arguments moraux étaient inefficaces. Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti, et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Le succès électoral du Rassemblement national est donc tout sauf une surprise, et il confirme de façon éclatante que lorsque certains à gauche, la droite et les médias travaillent ensemble à banaliser et à normaliser la propagande d'un parti xénophobe fondé par des collaborateurs des nazis et à expliquer qu'il ne faut pas importuner ses électeurs en leur opposant des arguments moraux, ce parti devient effectivement si banal et si normal qu'il finit par s'imposer comme la première formation politique du pays, sans avoir jamais renié ses origines pétainistes, ni renoncé à son programme xénophobe. Cette intéressante leçon a-t-elle été retenue ? Dimanche dernier, immédiatement après l'annonce de la victoire de son parti, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a demandé à Emmanuel Macron une dissolution de l'Assemblée nationale pour permettre la tenue d'élections législatives. L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. Sous peine de persévérer dans une impasse démocratique, le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. Le chef de l'État, qui semble décidément ne jamais vouloir cesser de faire des cadeaux à l'extrême droite, a immédiatement obtempéré et annoncé qu'il procédait effectivement à cette dissolution et que des élections législatives auraient lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Aussitôt, le directeur du Monde a écrit un nouvel éditorial pour expliquer qu'il restait donc 3 semaines pour éviter le pire, c'est-à-dire une nouvelle victoire électorale de l'extrême droite qui lui permettrait cette fois-ci de prendre le pouvoir en France. Selon lui, la gauche, pour empêcher cette catastrophe, doit impérativement apporter ce qu'il appelle les réponses les plus aptes à faire reculer durablement le vote à l'extrême droite, recherche d'une transition climatique équitable, démantèlement des ghettos urbains, défense des services publics et lutte contre les excès de la société de consommation. Pour imposer ces thèmes, ajoute encore le directeur du Monde, l'union de la gauche est indispensable, mais selon lui, elle apparaît hors de portée tant que Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis campent sur des postures sectaires qui confinent à la politique du pire. Il y a plusieurs éléments intéressants dans cet éditorial. Le premier est que dans les solutions qu'il préconise pour faire reculer le vote d'extrême droite, il oublie très curieusement de mentionner l'antiracisme, de sorte que la xénophobie du Rassemblement national est une nouvelle fois effacée de la photo. Le second élément intéressant est que juste après la victoire d'un parti d'extrême droite dont le programme est entièrement fondé sur l'exclusion et l'intolérance, c'est encore et toujours contre la gauche antiraciste que le directeur du Monde lance des accusations de sectarisme. La réalité a très vite déjoué ce pronostic, puisque cette gauche prétendument sectaire, parfaitement consciente de la nécessité de mobiliser toutes ses forces contre l'extrême droite, a réussi à s'unir en moins de 24 heures autour d'un projet d'accord électoral réunissant la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste. Mais aussitôt, et comme si de rien n'était, tout a repris comme avant. Des voix, complaisamment relayées par la plupart des médias mainstream, se sont immédiatement élevées pour dénoncer, je cite, l'antisémitisme de la France insoumise, en oubliant soigneusement de rappeler ce qu'est le Rassemblement national et par qui il a été fondé. Quand tant de gens passent tant de temps à essayer de salir la gauche antiraciste, il devient décidément difficile de ne pas se demander si ce n'est pas tout simplement parce qu'ils souhaitent la victoire de l'extrême droite. C'est une extrêmement mauvaise surprise, parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapages antisémites de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches. Donc c'est très choquant qu'un certain nombre de gens au Parti socialiste, chez les écologistes, chez les communistes, considèrent que ça n'est pas un problème. François Ruffin qui parle tout de suite de Front Populaire à la télévision et les partis de gauche qui reprennent tout de suite cette idée-là, en mettant d'ailleurs les rancœurs à la rivière de manière ultra responsable. Ils ont toutes et tous été à la hauteur du moment historique.